Alors comme ça, toi, Askin Naklevar, tu t'étonnes que j'ai réussi à trouver un plan pour te vaincre? Mais je suis Urahara Kisuke, mon cher ami. Tu aurais peut-être dû lire le manga Bleach. Tu aurais pu apprendre que je suis littéralement le personnage qui a toujours 1000 coups d'avance et qui prévoit toujours son plan à l'avance avant d'entrer en la bataille. Ouais, tu as beau être cheaté et troller, je crois que je te dépasse largement dans tous ces domaines. C'est une guerre dont on parle ici, mon cher ami. Si tu ne prépares pas toutes tes chances avant de commencer la bataille, tu perds. Et si tu perds, tu meurs. Et si tu meurs, tu te dégages de ce manga. Bien envoyé, Urahara. Ouais, bien envoyé. Alors comme ça, t'essaies de jouer les durs avec moi, Urahara Kisuke. Ton manca était sympa, mais... désolé. Je suis quand même extrêmement cheaté. À l'approche de la mort, le pouvoir de ma Gift Ball de luxe est transcendé. Mais... je suis sûr que monsieur je ne me fais jamais avoir et je trouve toujours la solution pour me sortir de toute situation possible. Réussira bien à trouver une solution, n'est-ce pas? Capitaine Tsugaya, je crois que vous aurez besoin de mon assistance face à ce gros géant ridicule. Peut-être, mais même si je montais sur vos épaules, nous serions toujours trop courts pour atteindre le sommet. Est-ce qu'il vient de s'auto-clasher? Attendez, est-ce que Toshiro vient de faire une blague? Mais, attendez, est-ce que Byakuya a presque ri? Meilleur chapitre de 2016. Meilleur chapitre de cet arc. Chers amis, bonsoir. Eh oui, nous nous retrouvons ce soir pour un chapitre de dingue, le chapitre 666 de Bleach, intitulé « Le hall vide des temples du marionnette ». Non, des temples... Non, du temple... Ah putain de merde. Du temple des marionnettes. Bon alors ce chapitre était complètement dingue. Il y avait vraiment tout ce qu'on pouvait apprécier dans le chapitre de Bleach, même s'il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu énervé. Bon, c'est un chapitre de transition, on passe d'un combat à un autre. Je pense que, personnellement, je pense que Askin Naklevar, c'est terminé. Mais je suis très... Personnellement, je sais ce que je pense. Mais je suis très content que Askin ne soit pas mort juste au chapitre dernier. Ça m'aurait un petit peu déçu. Ça m'aurait déçu qu'on termine sur ce personnage de cette manière aussi brutale. Même si ça aurait été original. Ça aurait été original. Donc ce chapitre était assez intéressant parce qu'on avait donc d'une part la fin du combat entre Askin et Urahara, on avait également l'arrivée d'un nouveau personnage, on avait l'arrivée d'un autre nouveau personnage à la toute fin du chapitre, et on revenait sur le combat contre le miracle. Après ça, il faut quand même préciser qu'il y a 2-3 petites choses qui me plaisent pas trop dans ce chapitre. Mais c'est pas tant dans le chapitre en lui-même qui est plutôt bien, c'est surtout dans ce qu'il promet, dans ce qu'on va voir à l'avenir. J'y viens tout de suite. Premier point, j'aimerais juste revenir un petit temps sur le Bankai d'Urahara, parce que oui, j'ai fait une réaction live la dernière fois, mais je ne vous ai pas expliqué, je ne vous ai pas dit mon sentiment, je ne vous ai pas expliqué ce que je pensais après avoir bien réfléchi à propos de ce Bankai, sur voilà ce que j'en pensais, tout ça. Bon. Alors, le Bankai d'Urahara a été renommé Kanon Biraki Benehime Atarame. Dans le chapitre précédent, il avait été nommé, donc le chapitre 664, il avait été nommé Gyanyin Biraki Benehime Atarame. C'est un petit détail, mais il faut quand même essayer de expliquer un peu pourquoi ils ont changé le nom. Et bien parce que en fait, Kanon Biraki, ça pouvait aussi bien dire éviscération en fait, dissection, ouverture, machin truc. Vous voyez l'idée. Et en fait, ça pouvait autant dire Kanon, Gyanyin ou Avalokitesvara, cette référence donc à ce bodhisattva, ce Bouddha, ce bodhisattva de la religion bouddhiste, mais qui a différents noms par rapport aux différentes religions dans lesquelles on peut le trouver, parce que Kanon c'est la version chrétienne en fait. Et Kanon, on voulait aussi dire ce côté dissection. Donc il y avait ces deux sens-là. Je pense que de toute manière, Kubo a pensé aux deux, parce que Kubo, il est pas con, hein. Il a beaucoup de culture mythologique, religieuse, tout ça, il connaît très bien ça, il en met dans tous ses chapitres, enfin pas tous ses chapitres, mais il y a très souvent des références aux religions. C'est pour ça que j'aime bien ce manga aussi, c'est qu'il y a beaucoup de références historiques, mythologiques, tout ça, et ça j'aime bien. En ce qui concerne donc le côté éviscération, c'est à prendre en compte parce que évidemment le pouvoir du Bankai d'Urahara, techniquement et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le fait de pouvoir tout disloquer dans un certain rayon d'action, dans le sens disloquer, c'est-à-dire disloquer la matière, mais que ce soit les gens, le sol, je sais pas moi, le reishi même, parce qu'on a vu qu'il pouvait disloquer la Gift Ball, la barrière de Gift Ball.
et pouvoir tout recoudre en fait, restructurer à sa guise. Alors, pour illustrer donc ce Bankai, je vais prendre en fait, je vais utiliser deux exemples issus de deux autres mangas. Premier exemple, je trouve que ce Bankai est assez similaire au pouvoir de Neferpitou dans Hunter x Hunter. Ça tombe bien parce qu'en plus Hunter x Hunter va revenir en avril apparemment, donc je me suis renseigné, c'est un détail, mais bref. Et en fait, Neferpitou, son nen, c'est-à-dire le pouvoir qu'elle a dans Hunter x Hunter, ça s'appelle le nen, eh bien lui permet deux choses en fait, enfin plus de deux choses, mais il y a deux choses qui me font penser au Bankai d'Urahara. Première chose, c'est, pour ceux qui connaissent, le pouvoir Dr. Blight ou je sais pas comment on prononce, enfin le docteur. C'est très similaire à celui d'Urahara parce que, regardez, elle invoque une espèce de docteur qui, avec des espèces de fils ou de filaments, parvient à recoudre les gens et voilà, à opérer les gens, à faire de la chirurgie sur les gens et à les soigner. Un peu exactement de la même manière que Urahara invoque cette espèce de grande poupée qui lui permet, avec ses fils littéralement, hein, de recoudre les choses. Bon. Deuxième chose, c'est son pouvoir Thespis-Khora à Neferpitou, qui est là, c'est une autre version de son naine, hein, une autre version de son pouvoir, qui lui permet d'invoquer une espèce de grande poupée derrière elle, qui, avec ses fils, connecte donc tous ses fils à ses membres, aux membres de Neferpitou, et qui lui permet en fait de se faire manipuler. Alors c'est un petit peu bizarre parce que techniquement, ces pouvoirs-là, c'est plutôt l'inverse. Souvent, on imagine que voilà, on a des pouvoirs de fils qui peuvent manipuler les gens. Non, là, c'est différent. En fait, Neferpitou se fait manipuler avec des fils, et dans ce cas-là, elle peut utiliser, en fait, elle peut augmenter sa force, et voilà, c'est comme si elle était elle-même la personne qui se manipulait elle-même. Vous voyez un peu comment c'est bizarre? Bon, mais voilà. En quoi ça ressemble au Bankai d'Urahara? Eh bien, tout simplement dans l'idée que il y a des espèces de fils et une espèce de poupée qui en fait maîtrise la matière et l'utilisateur du pouvoir grâce à des fils. J'ai tout de suite pensé à ça quand on a vu Urahara se faire recoudre avec Benihime qui était devant lui avec ses mains autour de lui, tel un montreur de marionnettes avec ses fils qui étaient en train littéralement de recoudre Urahara. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ici, on a l'impression, comme pour Thespis-Khora, que Kanon Biraki que Benihime manipule Urahara. Que ce n'est pas Urahara qui manipule la matière, les gens, grâce à son Bankai, mais que c'est Benihime qui le fait à travers donc son incarnation avec cette grande poupée. Deuxième pouvoir que je trouve très similaire à celui du Bankai d'Urahara, c'est le pouvoir de Trafalgar Law dans One Piece. Alors là où c'était beaucoup plus au niveau de l'esthétique que je trouvais qu'il était similaire à celui de Neferpitou, c'est beaucoup plus au niveau de son principe, de son concept que je trouve qu'il ressemble à celui de Trafalgar Law. Le pouvoir de Trafalgar Law, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pouvoir du Ope Ope no Mi, qui est littéralement le pouvoir du chirurgien. Ce fruit du démon, donc c'est le pouvoir que c'est le nom des pouvoirs comme ça dans One Piece, eh bien il lui permet de, dans une certaine zone, ça c'est assez similaire en plus à Urahara, on a vu qu'il y avait une zone, hein, un rayon d'action dans lequel il pouvait faire opérer son Bankai. Tiens, faire opérer, tiens, lapsus, ça explique tout. Hein. Et donc, cet aspect chirurgical de la matière est très intéressant. Parce que regardez, quand Urahara disloque le bras de Askin, on ne voit pas de sang, de trucs, de machin giclés. Et même ces espèces de bracelets qu'il a portés au poignet, ils sont coupés extrêmement net. Et son bras s'ouvre de manière très très nette et se referme illico. Et il n'y a aucune effusion de sang, aucune blessure, rien du tout. En ce qui concerne l'eau, quand il utilise son pouvoir dans la zone, dans la... comment s'appelle déjà le pouvoir de... Oh je sais plus, bref. Dans la zone dans la room, ça y est j'ai trouvé, dans la room, eh bien, Trafalgar Law est capable de disloquer la matière, de couper la matière, de la réagencer comme il veut. Par exemple, il peut couper un mec et prendre un bout d'un autre mec et le foutre sur lui. Ça va pas leur faire mal. Parce que techniquement, quand ils sont dans la room, eh bien, il n'y a pas de blessure. C'est simplement Trafalgar Law qui s'amuse à découper tout ce qu'il veut. Comme s'il était dans un jeu vidéo, si vous voulez. Enfin, comment dire ? Comme si c'était un modeur de jeu vidéo, si vous voulez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, techniquement, il coupe tout ce qu'il veut, il réagence tout. C'est comme si c'était un chirurgien sans qu'il y ait de blessure, vous voyez ? Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le Bankai d'Urahara. Techniquement, le Bankai d'Urahara, ce n'est pas un Bankai qui est offensif. C'est un Bankai qui est, je dirais, de soutien, qui est un Bankai stratégique, tactique, qui peut
donner la possibilité de restructurer absolument tout. En fait, Urahara ne peut jamais être emprisonné ou ne peut jamais se faire blesser à mort avec ce bankai, pardon, parce que techniquement, la matière, les lois de la gravité même, je dirais, les lois physiques basiques, ne s'appliquent pas dans son bankai. Tout simplement parce que il peut tout reconstruire, il peut tout déconstruire et reconstruire. Mais je pense que il ne blesse pas, ce bankai ne blesse pas. Par exemple, donc deux choses aussi que peut faire ce bankai. Premièrement, il peut restructurer. Deuxième chose, il peut donc soigner puisqu'il peut recoudre tout. Donc ça, c'est plus l'aspect chirurgien. L'aspect, en fait, il y a l'aspect donc restructurateur et l'aspect chirurgien. Et je pense, dernier argument pour dire que ce bankai ne blesse pas, c'est que je pense que même Urahara ne contrôle pas des masses ce que fait son bankai. Je crois que c'est dans la zone, toutes les blessures vont se refermer. Dans la zone, les choses vont s'ouvrir et se disloquer. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas exactement. Peut-être que si, peut-être que par la pensée il peut... ouais, si quand même, je pense, parce que c'est lui qui a ouvert la Gift Ball. Bon, c'est à voir, on n'a pas eu grand chose non plus... on n'a pas eu grand chose encore à dire sur ce bankai, mais je pense voilà que c'est un petit peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Alors on peut imaginer une chose. Comme j'ai parlé de Thespis-Cora, cette espèce de poupée qui avait des fils comme ça, on peut imaginer que le bankai d'Urahara voilà, fonctionne sur le principe un peu de la marionnette, de la poupée. Sauf que là, c'est un principe inversé, c'est-à-dire que c'est la poupée qui manipule la matière, qui manipule l'utilisateur. Et ce qui est très intéressant, alors là je vais un petit peu me vanter, c'est que dans ma vidéo théorie sur les bankai, j'avais dit une chose, malgré moi, c'était pas ma théorie, mais j'avais dit une chose qui était assez proche de ce que j'ai dit. Et deuxième chose, j'avais dit également autre chose dans ma vidéo d'avant, qui quand même se rapprochait de ce que je pense aujourd'hui. Flashback. Parce que c'est vrai, Urahara il doit avoir un pouvoir de dingue. Ce mec-là, c'est un peu un manipulateur dans l'histoire. C'est quelqu'un qui est un peu, voilà, le maître, qui maîtrise les fils et les Shinigami, Quincy, tout ça c'est un peu des poupées, même pour Aizen. Est-ce que le bankai de Urahara serait une invocation de cette grande poupée, de ce grand automate, et donc est-ce que finalement cette poupée ce n'aurait pas une vocation à manipuler, parce qu'on sait que vous voyez que les poupées c'est justement ce qui est manipulé, hein, vous voyez c'est une espèce de vieille poupée avec les fils. Donc comme vous avez pu voir, le bankai d'Urahara, j'avais peut-être un petit peu imaginé malgré moi ce que ça pouvait être. Donc je suis assez content, je suis assez fier. Mais les amis, c'est parti donc pour la suite de la review. Avant toute chose, j'aimerais aussi préciser que le bankai et ça c'est une théorie qui n'est pas de moi, le bankai, mais je trouve que c'est une idée assez intéressante, le bankai d'Urahara peut être potentiellement celui qui a refaçonné les zombies de Mayuri. Parce que regardez, ils ont ces espèces de cicatrices un petit peu partout sur le corps, alors que eux-mêmes, ces Azarencar, n'avaient pas été blessés comme ça. Le meilleur exemple c'est Charlotte, oui c'est Charlotte, je confonds avec Big Mom. Charlotte dans Bleach donc n'avait pas été tuée par des coups tranchants, mais avait été tuée par une aspiration du Reiatsu par Yumichika. Bon, elle n'avait pas eu de blessure. Et du coup, ce que je me dis, c'est que Mayuri ou Urahara, peut-être aidé d'Urahara, aurait pu disloquer leur corps avec le bankai et les recoudre de manière à, je sais pas, restructurer l'intérieur de leur corps pour pouvoir les zombifier. Alors ça, ce n'est pas une théorie de moi. La seule chose que je dirais, c'est que Mayuri se faisant aider d'Urahara, ça me paraît quasiment impossible. Voilà, ça me paraît quasiment impossible. Mais bon, on peut toujours s'attendre à tout avec ces deux-là. Aussi, autre chose intéressante à préciser, et donc après je passerai à la review plus pure donc, de ce qui se passe dans le chapitre, c'est que le titre du chapitre 666 s'appelle le hall vide du temple des marionnettes. Encore une fois, on revient sur les thématiques de la poupée, de la marionnette, et donc ça revient aussi sur l'idée que ce que je disais dans le flashback, c'est que Urahara, ça correspond parfaitement à ce qu'il est, c'est-à-dire un maître marionnettiste, si vous voulez. C'est quelqu'un qui manipule absolument tout le monde. Dernière chose que je dirais encore sur le bankai, il y a une chose qui me gêne avec ce bankai. Ce bankai, bon, ma petite conclusion sur le bankai, je l'ai bien aimé dans son originalité, dans le fait qu'il va bien Urahara, et que, voilà, c'est quelque chose qui m'a pris de court, qui était assez intéressant. Mais il y a quand même une chose que j'aimerais dire. Je ne vois absolument pas le lien entre le Shikai Benihime et le bankai. On voit déjà que
le Bankai de Urahara est toujours sous la forme Kanepe, n'est pas sous la forme Shikai. Certains ont dit que c'était parce qu'en fait, en Bankai, l'esprit de Benihime sort de l'épée et se manifeste sous cette forme de poupée. Et donc, peut-être que quand il est encore dans l'épée, eh bien il se manifeste sous cette espèce d'épée un petit peu en forme de Jian, avec un joli foulard rouge et des décors un petit peu rouge-or. Donc c'est peut-être encore que l'esprit est dedans. Mais en ce qui concerne les attaques du Shikai, elles n'ont absolument rien à voir. Techniquement, les attaques du Shikai de Urahara, c'est une versatilité, toute une multiplicité d'attaques qui n'ont rien à voir entre elles, qui sont vraiment toutes versatiles, toutes plus versatiles les unes que les autres. Elles sont principalement identifiables à du Kido, parce qu'elles se manifestent sous une forme d'énergie rouge. Plusieurs attaques comme par exemple, je crois, Nake Benihime ou Kamisori, qui sont des attaques qui ressemblent un petit peu à des Gesuga Tensho sous forme de rayons un peu rouges. Il avait lancé un laser rouge sur Aizen, je suppose que c'est à peu près les mêmes attaques. Il y avait aussi je sais plus comment ça s'appelait exactement, c'était... non, Shikasumi. Shikasumi c'était le bouclier, mais qui était une matière dure, donc ça fait penser un peu à Danku dans les Bakudo, donc dans le Kido, hein, Kido de défense. Il y avait aussi une technique que j'avais utilisée pour ma théorie, donc qui était Tsupane, qui permettait donc d'analyser le réatout d'une attaque et de l'annuler. Bon, encore une fois, ce concept n'a pas été repris dans le Bankai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme attaque Ah oui, mais il y avait aussi Shibari Benihime, qui était cette espèce de filet explosif qui pouvait encore une fois exploser tel de l'énergie. Et le seul truc qui les liait entre elles, c'était l'aspect, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes... elles faisaient toutes penser à du Kido, si vous voulez, c'était de l'énergie rouge. Et je trouve que là, on avait un concept qui n'a pas été réutilisé dans le Bankai. Alors moi j'ai aucun problème, parce que bon, le Shikai est bien, et le Bankai est très bien, les deux sont vraiment très bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre eux. C'est le seul truc qui me pose problème dans ce Bankai. Donc je vais terminer la review, mes amis, sur quelques autres petits points importants qui passent dans le chapitre. Donc premièrement, c'est mort d'Urahara, retour d'Askin, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'effectivement on assiste à la mort d'Askin. Je crois que Askin c'était son dernier chapitre. Je pense qu'effectivement c'est un petit peu une attaque à la Netero dans Hunter x Hunter, je vous ai peut-être spoilé, merde. Tant pis, hein. Bon, moi c'est une chaîne de scan, hein, donc bon. C'est-à-dire que c'est une attaque suicidaire, une attaque suicide, un petit peu malgré lui, parce que c'est pas forcément lui qui l'enclenche, mais c'est vrai, c'est correspondant à son pouvoir, ça fait du sens, c'est cohérent. Ce mec-là, c'est littéralement the death dealing, la dose létale de son pouvoir. C'est-à-dire que lui, the death dealing, hein, celui qui deal avec la mort, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il peut littéralement manipuler des substances qui provoquent la mort, qui font que une substance vitale va devenir un poison si elle dépasse une certaine dose ou si elle descend en dessous d'une certaine dose. Bon, et bah ce mec, il ne peut pas mourir parce que justement il a trop de capacité d'analyse et trop de capacité je dirais interne, biologique par rapport à son corps qui font que son corps est quasiment immunisé à tout et qu'il peut littéralement survivre avec une dose très petite de sang, je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que là, arrivé à son terme, il est en train de mourir, Askin. C'est pas qu'il est en train de devenir plus puissant, c'est justement que son dernier pouvoir, qui était la Gift Ball de luxe, elle est en train de s'amplifier jusqu'à ce qu'il meure, si vous voulez. Et là, Urahara est réellement dans la merde. Grimmjow aussi, c'est pareil. Grimmjow, donc en ce qui concerne Grimmjow, je pense que lui, il va s'en sortir. Urahara, je me pose la question, même si, avec l'arrivée de Neliel, il est possible qu'ils se fassent tous sauver, les deux. Mais en ce qui concerne Askin, je trouve que c'est une bonne mort, parce que c'est une mort avec le sourire. C'est une mort arrogante, un petit peu de la même manière qu'il était. Askin n'était pas arrogant dans le sens comme Lillet, si vous voulez. Il n'était pas arrogant dans le sens qu'il disait « Ah, je suis le plus puissant ». Non, il était relativement modeste d'ailleurs de ce point de vue-là. Il n'était pas hautain, il était juste, je dirais, sophistiqué. C'était un personnage qui était haut en couleur, qui était assez sympathique d'ailleurs, hein, qui n'était pas trop vindicatif, agressif envers les Shinigami. Et je trouve que le fait qu'il garde cette espèce de charme avant de mourir, c'est plutôt cool. En plus, le fait que, comme je l'ai fait dans l'intro, il ait ce petit côté un petit peu bah, mais tu vas forcément trouver une solution, hein, pas vrai, Urahara Kisuke. Donc voilà, je trouvais que c'était bien, et si c'est sa mort, eh bien, pourquoi pas, c'est une belle mort, c'est une mort qui emporte, du moins qui essaye d'emporter avec lui les Shinigami, et je trouve que c'est plutôt cool. Ça aurait été vraiment un petit Aizen, ce personnage, ça aurait été un petit Aizen, et pour ça, je trouve qu'on peut lui décerner la médaille du meilleur scénariste, mais disons, peut-être que je ferai un top 10 des meilleurs Hunter d'ailleurs, mais disons voilà, je pense que c'est un des meilleurs, très certainement. En ce qui concerne donc l'arrivée de Neliel, déjà je suis super content, putain. Neliel, c'est une de mes personnages féminines
personnage féminin pardon, dans Bleach préféré. Je l'adore, franchement, je la trouve géniale. Autant en forme petite qu'en forme adulte. Vraiment, je la trouve hilarante. Et j'adore son pouvoir, le pouvoir du centaure, vraiment magnifique. Et en plus, j'avais adoré sa relation avec Neutra, sa relation un petit peu torturée avec Neutra, c'était vraiment bien. Relation frère-sœur, hein, j'en avais déjà parlé dans une vidéo discussion. Donc c'est vraiment très cool. Est-ce qu'on va la voir arriver en résurrection? Ce serait pas mal. Est-ce qu'elle va sauver Urahara et Grimmjow? Au moins, Grimmjow c'est sûr, à mon avis, elle va sauver Grimmjow. La façon dont Urahara donc, est en train de mourir, la manière dont il s'excuse auprès de Ichigo et de Rukia, bon, rappelez-vous avec Byakuya, on avait déjà eu ce même schéma, bon, et Byakuya a survécu, même si je pense que c'est surtout parce que Kubo a dû réécrire son histoire parce qu'il y a eu trop de plaintes, il y avait beaucoup trop de plaintes de la part des fans. Là, s'il tue Urahara, je pense qu'il garde, enfin, ce serait dommage parce que j'ai besoin de voir plus que ça de son Bankai, et je pense que Urahara est une des personnes que l'on doit voir en dernier face à Joabak. Voilà, c'est une des personnes, comme on l'avait vu face à Aizen. En tout dernier lieu, je pense que ce mec, c'est quelqu'un qui a tellement de secrets et de mystères autour de son personnage, on peut pas le voir disparaître comme ça, c'est pas possible. Même si je pense qu'effectivement sa mort aurait un certain impact, ça ne serait pas si nul que ça. Même si je pense que ce serait dommage, je pense que voilà, ce serait pas non plus complètement horrible. Voilà. En ce qui concerne l'arrivée de Toshiro, déjà je trouve que c'est super drôle, Toshiro qui fait une blague sur sa taille, je trouve ça hilarant. Et d'ailleurs ça veut dire qu'il a pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce que rappelez-vous, il est assez complexé, non pas sur sa taille, mais sur le fait qu'il fait assez jeune, et que tout le monde le prend pour un enfant, que ce soit Okitake, Mayuri, tout ça, c'est assez drôle. Même Ikaku, à un moment, il avait proposé des bonbons pour l'amadouer, enfin... C'est hilarant. C'est un gars qui tourne pas mal autour de ce personnage. Et le fait aussi que Matsumoto est souvent un petit peu en train de le chouchouter, de le pouponner un peu comme sa maman, je trouve ça assez drôle, je trouve ça hilarant. Et donc le fait voilà, qu'il fasse une blague un peu comme ça sur lui-même, je trouve ça très très drôle. Et aussi l'interaction qu'il a avec Byakuya, qui est un personnage assez froid, qui n'a pas beaucoup d'humour, c'est vraiment drôle. Et le fait que Byakuya sache pas trop où se mettre, parce qu'il a pas du tout envie de rire, ça le fait pas rire. Et c'est vrai, sa blague est un peu lourdoque à Toshiro, elle est pas très drôle. Mais le fait qu'il réagisse comme ça, voilà, franchement, t'aurais pu, c'est hilarant. Vraiment très très bien de la part de Kubo. Donc ça, c'est un bon point. Toshiro et Byakuya, bon, c'est pas mes préférés, mais là, ils ont été bons. Alors, une autre chose que j'aimerais préciser, le Miracle, franchement, il m'ennuie. En ce moment, après qu'on ait vu des personnages aussi intéressants, je veux dire, Askin était très certainement plus intéressant des 4. Lille et Barreau était cool au début, il est devenu un petit peu chiant vers la fin et vraiment plus intéressant vers la toute fin. Le fait qu'ils soient encore vivants, par contre, est intéressant. Je ne mets pas encore Lille et Barreau à la poubelle. Je pense qu'il peut encore peut-être revenir à sa forme Black Barreau, comme j'aime l'appeler, sa forme sniper. Bon, faut voir. En ce qui concerne Pernida, c'était effectivement un sniper très intéressant, pas très charismatique, mais enfin très intéressant. Je veux en savoir plus, toujours même maintenant, je veux en savoir plus sur Pernida. En ce qui concerne le Miracle, les choses qui étaient bien à son sujet, c'était que quand il était petit, si vous voulez, quand il était de taille normale, il dégageait une certaine chose assez intéressante. Il dégageait un charisme mystérieux. Ça s'est un petit peu même enflé, emphasé, quand on a appris que c'était le cœur du roi des âmes. Il était connu comme étant le cœur du roi des âmes. Mais quand il était de taille normale, il y avait un côté à la fois bourrin, à la fois très simple, très vikingesque, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il avait ce côté un petit peu mystérieux, si vous voulez. Ce côté pas si con que ça. Si vous voulez, quand vous voyez Yami ou masse de masculine, vous avez tout de suite compris les personnages. C'est-à-dire c'est des mecs, des gros types un peu cons. Non, Mask Masculine n'était pas con, mais voilà, c'est des mecs assez simples, assez directs, voilà. Il n'y a pas trop de profondeur dans leurs personnages, mais c'est pas trop grave, ils sont là pour le comic relief. Ils ont un autre aspect, plus brutal, plus violent, c'est plutôt bien. Mais le Miracle, il était mystérieux. Derrière ce côté un petit peu idiot, ce côté un petit peu brutal, un peu direct, il y avait quelque chose qui pouvait être un peu ésotérique, je trouve. Je sais pas pourquoi, le côté un peu Dieu, avec quand la cape, quand il avait agrandi sa cape, c'était captivant. Je me dis mais c'est quoi ce pouvoir? Même le pouvoir du Miracle, je pensais que ça allait être un truc beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Je m'attendais à un truc aussi compliqué pour Askin, vraiment. Hein. Et non, finalement c'est juste un géant, qui parle haut, qui parle fort, qui est très arrogant. Et finalement, le moment où il va perdre, on va tous se dire oui, bah finalement, ouais. Il était un peu trop arrogant. Alors j'espère encore qu'il va retrouver le charisme qu'il avait avant, j'espère vraiment. En l'occurrence, le dernier point du chapitre, bien c'est l'arrivée de Kenpachi. Et tout le monde avait dit oui, Kenpachi ce sera l'adversaire de Valkyrie parce qu'ils vont très très bien ensemble. Voilà, littéralement Kenpachi c'est le mec qui n'a pas de limite. Et Valkyrie aussi n'a pas de limite. C'est deux mecs qui parlent très fort et qui sont très puissants. Bon voilà, mais c'est un peu chiant si vous voulez.
Le fait qu'on ait eu Kyoraku contre Lily Barrow, qu'on ait eu Pernida contre Mayuri, qu'on n'ait pas eu Mayuri contre Askin. Ça aurait été logique ça d'avoir Mayuri contre Askin. Ça aurait été logique, je sais pas, d'avoir, je sais pas moi, Grimjo contre Bass-Bia, ça aurait été cool quand même, ça aurait été trop cool. Non, je retire ça j'aurais bien aimé le voir. Mais si vous voulez, les pairs, des fois, les pairs qui sont logiques, c'est pas très intéressant parce que du coup, on a un combat assez terne. Deux scientifiques contre deux scientifiques, deux mecs forts contre... Enfin, un mec fort contre un autre mec fort. Pas très intéressant. Même si ça peut être intéressant, comme par exemple, on a vu des combats très puissants comme ça, entre Neutra et Kenpachi. Ça, c'était la quintessence du combat le plus pur physiquement possible. Vraiment, c'était génial. Mais là, bof. En plus, ça fait un peu une redite entre Byakuya et Kenpachi contre Yami. Et là, Byakuya, Kenpachi et Toshiro contre un gros géant, pareil comme Yami. Bon, bof. J'ai vraiment pas envie que ça tourne un petit peu de la même façon. Mais surtout, et là, c'est un petit peu le point, le mauvais point du chapitre. Qui c'est qu'on a comme potentiel candidat pour le prochain combat? Toshiro, Byakuya et Kenpachi. Littéralement les trois capitaines qui sont sur le devant de la scène depuis le début du manga. Je veux dire, ces mecs-là, on les voit depuis le début. C'est bon, on en a vu assez sur ces gars. Bon, Kenpachi, il faut très certainement qu'on en voit plus sur lui. Toshiro, je pense que c'est pas tant qu'on doit en voir plus, c'est qu'il doit s'assurer de survivre jusqu'à la fin du manga. Parce que Toshiro, c'est un personnage de la nouvelle génération. Moi, j'en ai rien à foutre de Toshiro, il m'intéresse pas tant que ça, mais il est essentiel. Il doit survivre, Toshiro. C'est la nouvelle génération. S'il crève, franchement, ce sera vraiment une défaite pour la Soul Society. En l'occurrence, Byakuya, je sais qu'il est beaucoup aimé, je ne le déteste pas, franchement, Byakuya, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je trouve que Byakuya, voilà, il a déjà eu beaucoup de moments pour briller dans le manga. Pareil pour Kenpachi, pareil pour Toshiro. Non, Toshiro a pas vraiment beaucoup brillé, mais Toshiro a une énorme fanbase, Kenpachi a une énorme fanbase, et Byakuya a une énormissime fanbase. Donc à un moment, j'aimerais bien qu'on mette en avant d'autres personnages, qu'on mette en avant Isagi, qu'on mette en avant Shinji, qu'on mette en avant les Visards. C'est ça que j'aimerais. Qu'on arrête de les reléguer au second plan, vraiment. Sortez-nous, je sais pas, sortez-nous même Inamori, bordel de merde. Sortez-nous le Shikai d'Inamori, le Bankai de Shinji, le Bankai d'Ishin. Qu'est-ce que fout Ryuken? Je veux dire, merde, sortez-nous ces personnages qu'on a envie de voir. C'est pas juste que j'ai envie de voir de la diversité, de voir de nouveaux pouvoirs. J'ai envie de voir ces personnages grandir, de voir ces personnages se développer. Putain, Kubo, réveille-toi, on n'a plus beaucoup de chapitres là. C'est bientôt la fin, alors à moins que tu nous sortes toute une nouvelle division d'ennemis avec les regardes royaux qui seraient zombifiés ou je sais pas quoi. J'ai lu cette théorie, ce serait cool d'ailleurs. Et ben les gars, non, Kubo, prends tes personnages. Les personnages que tu as moins développés et mets-les sur le devant de la scène, s'il te plaît, je t'en prie. Putain, utilise Shinji contre Gérard, c'est la moindre des choses. Enfin voilà quoi, bon, c'était un petit peu petit coup de gueule, mais le chapitre était très bon quand même, ça promet beaucoup, et je suis quand même content de revoir Kenpachi, il n'y a pas à chier, voilà, je l'aime beaucoup. Chers amis, oh tiens, je vais faire quelque chose que je fais jamais dans mes vidéos. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Qu'on atteigne au moins 1000 abonnés, bordel de merde. Faut que je fasse ma FAQ. Voilà, donc likez si vous avez apprécié, dislikez si vous n'avez pas aimé. Et puis, si vous avez disliké, par contre, dites-le moi dans les commentaires. Ne faites pas genre juste disliker et ne me dites rien, parce que sinon c'est pas drôle. Pareil, si vous avez aimé, faites-moi des commentaires. Chers amis, dites-moi ce que vous avez pensé du Bankai d'Urahara, dites-moi si vous êtes d'accord avec les parallèles que j'ai dressés entre Neferpitou et Travagarlo, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je pense de Kenpachi, Byakuya et Toshiro. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Oh non, en ce qui concerne Bleach, pour les fans de Bleach, j'ai une petite vidéo qui va les concerner et qui arrivera sans doute dans le week-end. Ciao!